Il y a une multitude d'histoires qui sortent chaque année et nous venons d'en commencer une nouvelle, 2025. Comme chaque janvier, vous espérez avoir une année de bons moments et de belles surprises, donc voyons si le cinéma pourrait y participer ou être au cœur de votre bonne humeur. Et qui dit nouvelle année, dit aussi récap de l'année précédente. Alors cette vidéo se découpera en deux parties, avec mes attentes 2025, bientôt nos attentes, et mes recommandations films de toute l'année 2024. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et les habitués de la chaîne, j'aime les histoires, vous aimez les histoires, partageons tout ça. Donc voici une vidéo plus chill entre les grosses, et en même temps vous allez comprendre pourquoi j'ai glandé toute l'année 2024, et qu'avec votre énorme chance, la vidéo sur One Piece sort prochainement, au lieu de septembre 2024. Vous allez entendre parler de pas mal de films dans cette vidéo. Certains plus intéressants que d'autres et certains pas vraiment, mais donnons-leur une chance. En regardant la barre de temps de la vidéo, vous verrez que 2025 est divisé en 4 et qu'à la fin de chacun vous verrez notre petite liste mise à jour. Oui, elle est longue, mais je donnerai pas autant de temps à chacun d'entre eux, bien sûr. Soyons curieux. Attention, elle ne va pas être exhaustive par manque de culture, pas de date fixée ou le fait qu'ils me disent rien sur le moment. Alors posez-vous, on va commencer par les étoiles noires. Et non, c'est pas ceux qui vont être stylés. Les étoiles noires, donc les films qui me donnent pas envie et en même temps j'ai envie. Par curiosité malsaine ou autre chose, on ne sait pas. De leur donner cette petite chance de pur divertissement. Ça fait mal à mon cœur, ils font mal à mes sentiments. C'est vraiment l'opinion des gens qui m'entourent qui vont me donner envie de les voir. Alors le premier, c'est du lourd, Blanche-Neige. Je rejoins l'opinion publique pour dire que ça va probablement être un désastre. On le sait, c'est un remake live Disney, donc il va ramener des gros sous, mais clairement pas autant que le Roi Lion ou La Belle et la Bête. Si vous me suivez sur TikTok, suivez-moi sur TikTok, on se souvient peu des remakes par rapport à leurs originaux. Pourquoi? C'est tout simple, ils n'ont pas cette force qu'avaient les originaux. Vous savez que ce que propose ce remake live ne me donne pas du tout envie. La même chose, mais en moins bien. Donc espérons un minimum de divertissement. Ensuite, Minecraft. Il y a plein d'acteurs que je trouve cool, mais le film a l'air chiant de fou. On souffle. On sait que c'est pas une adaptation pour les fans. Est-ce qu'on pourrait croire que c'est le film qui va contre la demande, mais qui est un classique incompris? Non. Ce Jumanji cubique. Ah. Encore un live action Disney, encore et toujours la même sauce. Par contre, le film Lilo et Stitch a l'air plus consensuel que Blanche-Neige. Mais un live, pourquoi? Rien de nouveau? Oui, encore. Et moins mieux que l'original? Probablement. Allez, on fuit Disney et on tâtonne l'horreur. Conjuring 4 de Conjuring Last Rites. J'aime assez la licence Conjuring, surtout les deux premiers par James Wan, un homme qui connaît son art, et le troisième m'a moins convaincu, mais c'était assez divertissant. Maintenant le Conjuring verse, quand je vois ça, j'y veux plus. James Wan revient sur ta licence, mec. Et pour le dernier, j'ai le seum pour le coup d'avoir trouvé très moyen le premier. Mais Five Nights at Freddy's 2, je veux lui donner une chance parce que l'univers m'intrigue. C'était super fun les étoiles noires, hein? Non, j'ai mal, oui, mais bon, on passe sur des trucs plus intéressants. Enfin des films auxquels je crois un minimum. Les Une étoile, nous voilà. Ce premier film sort et même est sorti le 1er janvier et j'ai déjà pu en parler dans mes actus, short reels TikTok, sur quoi la cité des fables. La DA de ce film d'animation me donne grave envie et son histoire autour d'une utopie égalitaire grâce à des sacs en papier sur la tête me donne aussi grave envie, perso. Ensuite parlons du prochain film du MCU, Captain America Brave New World. Le film m'intéresse moyennement, et pas parce que le MCU maintenant c'est de la merde, parce que c'est faux, c'est parce que c'est Captain America, c'est tout. Pourtant j'irai le voir et j'en parlerai en short et TikTok car le film a pas mal de poids sur ses épaules. Il touche à un mythe qui est censé être un pilier de l'univers. Ce quatrième film reprend un certain aspect terre-à-terre d'espionnage des précédents et je me dis pourquoi pas. Et enfin, on verra le Céleste qui a poussé sur la Terre après les événements de l'excellent Eternals. Restons sur de l'action avec de la comédie Back to Business, ou Love Hurts. Ki-Yu-Kwan, c'est tout. Depuis Everything Everywhere All at Once et la série Loki, l'acteur m'a charmé. Je suis content de voir qu'il a le premier rôle, surtout qu'il est taillé pour l'action comédie. De plus, ça m'intrigue de voir ce que peut donner Jonathan Eusebio, le réal, pour son premier film. Il y a aussi le film Until Dawn qui touche à ma curiosité parce qu'il y a bien longtemps, fort longtemps, j'ai regardé des let's play dessus. Voilà tout. Même si le réal de Shazam et Annabelle 2 me fait un peu peur, je me dis pourquoi pas. Un bon moment? On retourne sur le MCU avec le dernier film de la phase 5 du MCU, Thunderbolts. Oui, il va clôturer cette phase qui compte ces films qu'on avait un peu oublié être dedans, mais bon.
l'équipe du film serait une sorte de Suicide Squad version MCU avec un ton Captain America. C'est clairement pas l'équipe la plus hypante qu'on pourrait espérer, mais le film pour le coup n'a pas l'air vraiment mauvais. Perso, je pense qu'il sera cool, comme Captain America 4, et pourrait être une petite surprise de l'année. Florence Pugh, fais-nous rêver. Et quoi que tu sers, ça m'intrigue. Ensuite, notre petit biopic de l'année, Michael, un film sur le king de la pop. Je suis là, point, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais on espère que ce soit pas une fiche Wikipédia sous forme de film. Throne Ares, c'est le premier film provenant d'une licence que je ne connais pas du tout depuis le début de cette vidéo, pourtant la vibe de la future œuvre me donne trop envie. En plus de ça, le casting me fait revoir des acteurs plutôt cool comme Jared Leto, Greta Ali de Past Lives, Evan Peters, Cameron Monaghan de Shameless et d'autres bien cool. Ce Ares a aussi le groupe Nine Inch Nails à la musique. Ce film fait des appels de phare. En parlant de films qui m'appellent, les 2 étoiles, ce qui me tente pas mal. On peut le dire, j'ai des petites attentes. Alors on commence avec un film où je peux dire c'est un film du réalisateur. Et cette appellation est importante. Donc ce début d'année nous partage le prochain Luca Guadagnino avec le film Queer. Si vous ne connaissez pas le réal, c'est le papa de Call Me By Your Name, Bones and All et du récent Challengers. J'ai vu que les 2 derniers, mais son cinéma c'est mon cinéma. Et là on retrouve à la tête du film Daniel Craig et niveau bande-son, on retrouve le groupe Nine Inch Nails avec son fondateur Trent Reznor et avec lui Atticus Ross qui ont notamment travaillé sur Challengers et Soul, avec quelqu'un d'autre le dernier à travailler sur Shogun et Watchmen, de banger en banger musicaux. Mais l'intrigue n'en démord pas non plus. Ma future obsession. Ensuite, c'est le prochain Ryan Coogler, papa des Black Panther et Creed, Sinners. Il est accompagné par Michael B. Jordan en tête d'affiche et le compositeur est Ludwig Göransson. Vous ne le connaissez pas? Je pense que si, parce qu'il a travaillé sur les 2 films de Coogler que j'ai cités. Plus récemment, il a fait celle de Tenet, Oppenheimer et a participé à quelques musiques de Alerte Rouge. Je n'attends que ce film d'horreur fantastique par Ryan Coogler. On saute vers mi-2025 avec pourtant un film bien frais, Ballerina. On retrouve Anna de Armas dans l'univers de John Wick. Que demander de plus? Après l'avoir vu en tant qu'agente secrète dans James Bond, Mourir peut attendre, la voir en tête d'affiche dans cet univers d'action, miam. Mais nous verrons si ce spin-off de John Wick réussira à être à la hauteur. Dans le même mois, on a une nouvelle adaptation, et cette fois de DreamWorks, Dragon. La licence Dragon, c'est une licence de cœur. Déjà c'est dit. Bien que je tape sur Disney avec ses remakes, celui-là a une qualité qu'ils n'ont pas, c'est que le réel des films originaux est celui des remakes. C'est bien un double tranchant, attention, c'est vrai. La première bande-annonce veut probablement rassurer les fans avec rien de vraiment nouveau, mais bon, nous verrons bien s'il sera aussi intéressant que les originaux. Pour leur premier live action. Quelques jours après, on a le prochain Pixar qui me tente de fou, et qui n'est pas une suite, Elio. On avait à la base l'un des créateurs de Coco, mais qui a été remplacé par la réalisatrice de Alerte Rouge. Je me dis pourquoi pas. Bien que ce soit pas un film d'animation qui fait full, de ce que je vois sur les réseaux, pour moi il pourrait être une pépite d'animation. De souvenir, c'est le premier film de SF pur que fait Pixar, avec de l'aventure en plus. C'est tout ce que je veux voir de la part de ce studio. Faites-moi rêver. Puis on a un film totalement différent, 28 ans plus tard. Je voulais voir le premier 28 jours plus tard depuis longtemps, et je le ferai probablement avant car on en a dit pas mal de bien. Quand j'ai vu la bande-annonce de ce nouveau film, maintenant je suis obligé. Et c'est bizarre de dire ça. Ce qui m'intrigue aussi, c'est que le film retrouve son réalisateur Danny Boyle, Slumdog Millionnaire, attention, et son scénariste Alex Garland, qui a récemment écrit Civil War. De plus, on me dit qu'au casting il y a Cillian Murphy et Aaron Taylor-Johnson, je dis pourquoi pas. Entre de la SF et de l'horreur, j'attends ce film. En juillet, on a des gros films bien blockbusters, et on commence par Jurassic World Renaissance. J'avoue, j'ai pas regardé Jurassic World Le Monde d'après, que je verrai plus tard. Pourtant j'aime assez les Jurassic World. Ce film a pour lui de retrouver David Cope, le scénariste du premier Jurassic Park. Il y a aussi Gareth Edwards à la réalisation, papa de The Creator et Star Wars Rogue One, qui me donne encore plus envie de voir ce film, de grosses factures en effets spéciaux. Ce Renaissance porte bien son nom, il ouvre probablement une nouvelle trilogie avec des nouveaux acteurs principaux, qui sont entre autres Scarlett Johansson, Mahershala Ali et Jonathan Bailey. L'histoire des gros dinos va-t-elle réussir à nous faire à nouveau rêver? Le même mois, on a le film du MCU de 2025 que j'attends le plus. Les 4 Fantastiques First Steps. C'est le premier film de la phase 6, dernière phase annoncée, et qui est composé des 2 prochains Avengers, attention, donc il ouvre sur du gros. Très heureux qu'on retrouve dans ce film les expériences du MCU et de la phase 4, nouvelle équipe iconique dans le MCU avec un côté rétro-futuriste.
c'est aussi un grand plaisir de retrouver le réalisateur de la série WandaVision, un hommage au sitcom. Les flashbacks de Loki qui pop dans ma tête, je n'attends que ça. À la musique, il y a Michael Giacchino qui a une liste bien longue de compos, impressionnant. Et au casting, j'aime bien, il y a Pedro Pascal, est-ce que j'ai besoin d'en parler? Vanessa Kirby de Napoléon, Joseph Quinn de Gladiator 2 et Ebon Moss-Bachrach de la série The Bear. C'est un film que j'attends beaucoup car il sera sans doute le dernier de la saga du multivers et l'avènement des mutants pour la prochaine saga. Miam. En fin d'année, on retrouve la seconde partie d'un film que je ne pensais pas aimer, Wicked for Good. Cette seconde partie m'intrigue pas mal et nous verrons si elle surpassera les vilains petits défauts de la première. Plus beau, plus profond et toujours aussi puissant musicalement. On termine enfin les 2 étoiles avec Zootopie 2. Le premier est un de mes petits classiques perso de films d'animation Disney. On verra si cette suite traitera toujours aussi bien de sujets plutôt sérieux et politiques, parce que cette fois c'est un film de policiers sous couverture que nous aurons, pour mon plaisir. Et quand on parle de plaisir, nous arrivons au film qui me fait bander. Que j'attends vraiment. Les 3 étoiles, ces films seront probablement mes chouchous de l'année. Perso, si je peux pas les voir, je meurs. Carrément. Avant de parler de mes grosses attentes 2025, je vous scam juste un peu, pour avoir un rapide passage des mentions honorables de films Netflix avec des dates incertaines ou non. Est-ce que j'ai envie de garder le nombre de 25 films pour 2025 ? Peut-être. Déjà, il y a The Witcher, Sirens of the Deep, censé sortir à la base en 2024. C'est The Witcher, donc je vais tester, même si le cauchemar du loup m'intriguait plus. Ensuite, Fear Street Prom Queen, j'ai pas mal aimé la précédente trilogie avec ce ton film d'horreur adolescent rétro, donc je me dis pourquoi pas. Puis on a le film Peaky Blinders, qui serait une de mes plus grosses attentes de l'année, avec le bonus Cillian Murphy, Barry Keoghan et Rebecca Ferguson. Va falloir que je regarde toute la série, miam. Wake Up Dead Man, c'est le prochain acte tiré. J'aime vraiment bien les 2 premiers et celui-ci garde toujours l'esprit de la licence. Et en prime il va avoir un gros budget, donc j'attends bien mon nouveau mystère. On termine avec le prochain film de Guillermo del Toro, Frankenstein. J'attends de lui d'être un bien bon film de monstre, plus profond qu'il n'y paraît. Et avec Oscar Isaac et Jacob Elordi au casting, je dis oui. Et donc, nous voilà enfin sur les gros de la vidéo. Les 3 étoiles qui commencent avec le film Mickey 17. Sa date de sortie a beaucoup bougé, on devait la voir début 2024, mais finalement il s'est retrouvé à bouger entre janvier 2025 à avril 2025. Mais bon, nous savons enfin quand sortira ce film de Bong Joon-ho. Si vous ne savez pas qui il est, c'est le réalisateur sud-coréen qui a fait tendance en 2019 avec son film Parasite. Depuis, il n'a sorti aucun autre film. Donc pour ma part, ce sera mon premier film du réalisateur au cinéma. Va falloir que je me penche plus sur sa filmographie pour le découvrir. Niveau casting, j'en attends pas mal de Robert Pattinson en acteur principal et Mark Ruffalo, que je ne connaissais que pour Hulk, mais dans le film Pauvre créature, il m'a fait beaucoup aimer son jeu. Parce que ce Mickey 17 a l'air tout aussi barré pour lui. Sautons en été en regardant dans le ciel depuis les salles de cinéma Superman. Que puis-je dire ? En vrai, je suis pas l'un des plus grands fans du héros au slip rouge, les Boy Scouts c'est pas trop ma cam, et ces films j'y crois. C'est le premier film du nouvel univers connecté de DC, dirigé par James Gunn. Il va chapeauter la direction de ce DCU et commencer le bal par réaliser ce film. Pour ma part, niveau super-héroïque, James Gunn a fait les trilogies des Gardiens de la Galaxie et The Suicide Squad, le second, attention, donc il m'a dans la poche. Surtout que par rapport à d'autres, il a vraiment l'air fan. Une vidéo sur ce prochain univers d'ici. Et en plus, il rassure sur le ton et la direction du film. Du niveau musique, c'est John Murphy qui a travaillé avec Gunn, aussi pour Kick-Ass, ou bien pour 28 jours plus tard. Avec ce qu'on a eu du trailer, j'ai déjà bien aimé la bande son. Je crois aussi en l'énergie de David Corenswet pour me faire aimer ce Superman, et en celle de Nicholas Hoult pour celle de son Ops Lex Luthor. Et bonus, quelle joie que ma Rhaenyra de House of the Dragon, donc Millie Alcock, soit Supergirl dans ce film et dans son prochain film. On nous promet aussi d'avoir un univers de super-héros bien installé, avec l'apparition de Green Lantern, Hawkgirl, Mister Terrific, The Ingénieur, Métamorpho, Rick Flag Senior, Maxwell Lord et Supergirl. Et donc on a un univers qui ne nous prend pas par la main. Pourquoi pas ? On pourrait quand même avoir une petite peur sur la trop grande quantité de personnages. Au revoir le DCEU et bonjour le DCU. Et on finit avec le dernier qui est le 3 étoiles qui m'intrigue le moins, Avatar Fire and Ash.
C'est le troisième film de la célèbre licence de James Cameron. Selon moi, il porte sur son dos un lourd fardeau. Par rapport au second, Avatar la voix de l'eau, il n'a pas l'effet d'attente et de hype qu'il avait avec les 14 ans entre le premier et le second. Il ne va pas pouvoir nous refaire le coup de faire une suite qui ressemble beaucoup au précédent avec nos technologies actuelles. Pourtant, les signaux que le film nous envoie ont l'air intéressants car James Cameron nous révèle qu'il donnera un nouveau point de vue sur les Na'vi. On rencontre toujours et encore un nouveau peuple, mais à la manière d'une trilogie, ce film serait son climax, avec un nouveau peuple de Na'vi bien plus violent. Dans le second, on a vu le peuple de la tranquillité, l'eau, mais le feu est plus passionné, donc nous verrons bien si les antagonismes de Fire and Ash, s'ils seront bien plus profonds et plus nuancés. J'aime pas mal l'univers et la sensation propre d'aventure et de dépaysement qu'offre la licence. Cependant, la narration de ce Fire and Ash sera l'élément crucial. Pour le 4ème en production en ce moment même, il me poussera oui ou non à le reléguer chez les 1 étoile, intriguant uniquement pour son divertissement. Et donc voilà, vous avez pu voir tous les films qui m'intriguent en cette année 2025. Ça ne fait que depuis 2 ans que j'aime découvrir beaucoup de films, mais j'aimerais bien recommencer ce genre de vidéo l'année prochaine. On reste pourtant sur le cœur de la chaîne, découvrir toujours de nouvelles histoires de différentes manières. Mais bon, vous l'avez entendu au début de la vidéo, celle-ci comporte une seconde partie. Alors quelles belles histoires nous aurons eu l'année dernière. Pour le contexte, j'avais déjà commencé ce format sur TikTok. Allez-y si vous voulez du contenu plus régulier et rapide. Mais selon moi, il y a trop de films et ce sujet fonctionne plus sur YouTube. J'ai déjà fait la première partie de l'année 2024, janvier à juin, et je vais pas me répéter. Donc là, vous aurez la seconde partie de juillet à décembre, puis pour les courageux et les amoureux du cinéma, la partie que j'ai déjà sortie de janvier à juin suivra. C'est dans mon ordre de visionnage? Oui, je fais ce que je veux. Alors on a pas mal de films. On reste sur un système d'étoiles, de 1 à 3. C'est le signe de mon appréciation et de ma recommandation pour vous. J'ai commencé le mois de juillet avec un film qui m'a convaincu et à qui je donne 2 étoiles, qui pourrait virer plus haut si j'étais très subjectif. Love Lies Bleeding. C'est un thriller romantique avec une réalisation et une beauté visuelle plus que notable. Le film passe de vieux films crasseux à un parti pris fantastique de Trip sous Zaza, où l'on suit Lou, une géante solitaire de salle de sport qui tombe éperdument amoureux de Jackie, une culturiste ambitieuse. Le film a un aspect de film indé expérimental dans une ambiance et une bizarrerie qui transparaît dans sa narration. Pour ma part, leur histoire a réussi à me surprendre et me donner envie d'avancer dans cet amour lesbien avec des twists qui twistent. Vu qu'on en parle, Twisters est là aussi. Le film pue l'américain, avec des personnages bien clichés mais efficaces dans cette histoire, qui nous transportent par sa bande son et ses scènes de tornade. Car on suit 2 amoureux de tornade qui vont les chasser, l'un pour le divertissement et l'autre pour le futur. C'est un film qui peut paraître con avec bons gros américains qui confrontent des tornades, mais c'est une belle aventure bien construite. Les passages avec les tornades sauront vous faire ressentir le bon gros divertissement à l'américaine. Ensuite, on voyage dans un film d'action thriller hongkongais fait par le réal du petit succès qu'avait été Limbo l'année dernière, qui est City of Darkness. Dans les années 80, la Grande-Bretagne a la main mise sur Hong Kong. Cependant, la redoutable citadelle de Kunlun tient debout, étant une enclave livrée aux gangs et au trafic en tout genre. Pourtant, celle-ci va être chamboulée par l'arrivée d'un homme qui fera ressortir le sombre passé de cet enfer, plutôt chaleureux. Le film est le cliché du film d'arts martiaux classique, mais il joue si bien avec ses thématiques, son action et son univers qu'on mange très bien. On pourrait même dire qu'il ne veut pas te laisser digérer. Il continue sans cesse à aller plus loin, mais on reste toujours aussi immergé, bien sûr si on accepte son grain de folie. Passons à un film plus doux et chaleureux, traitant tout de même de sujets sérieux, en dessous, Le Chat Fantôme. On suit la jeune Karine, abandonnée par son père chez son grand-père, le moine d'une ville côtière de la province japonaise. Elle y rencontre un chat fantôme jovial mais assez capricieux qui veillera sur elle. Il y a une douceur palpable dans l'animation et la DA de ce film, qui réussit pourtant à avoir des scènes assez stressantes en changeant brusquement de ton. C'est une étoile que je donne à ce film avec une mythologie japonaise enchanteresse et des thématiques sur la famille qui pourraient émouvoir les cœurs d'artichaut. On reste sur une histoire estivale avec le road trip documentaire français Golo et Richie. Le duo d'influenceurs que vous connaissez peut-être s'est lancé un défi de taille. Quitter le quotidien de la cité de la Grande Borne à Grigny pour traverser la France à vélo. C'est la bromance atypique de Golo et Richie que l'on suit, le dernier étant atteint d'un trouble du spectre de l'autisme. C'est une étoile que je lui offre car il est techniquement pas très intéressant, mais les bribes de narration avec sa chaleureuse spontanéité ont réussi à m'atteindre émotionnellement. Ensuite, cette rentrée scolaire nous a offert la suite d'un classique de mon amoureux Tim Burton avec Beetlejuice. On retrouve les qualités de Burton dans ce film avec une atmosphère de mort dansante et un univers étrange mais inventif et des personnages forts.
À la mort du père de Lydia, la famille Deet revient à Winter River pour l'enterrer. Sa fille rebelle Astrid va ouvrir accidentellement un portail vers l'au-delà. Ce n'est qu'une question de temps avant que quelqu'un ne prononce le nom de Beetlejuice. Je lui donne une étoile pour le beau moment qu'on passe devant. On reste sur un ton sombre avec le retour d'un classique, sous le nom de Alien Romulus. C'est une étoile que je donne pour le bon moment passé devant mon premier film Alien. Je peux pas dire si le film pose problème dans la chronologie de la licence, mais il réussit à créer une ambiance intéressante, à une jolie photographie et à un alien bien pesant. Alors qu'ils entreprennent des fouilles dans une station spatiale abandonnée, un groupe de jeunes voyageurs se retrouve confrontés à la forme de vie la plus terrifiante de l'univers. Le cœur émotionnel repose sur un duo de protagonistes qui nous tient en haleine du début jusqu'à la fin. Passons à l'adaptation du one-shot du mangaka de Chainsaw Man du nom de Look Back. On l'attendait en France et je ne suis pas vraiment déçu. Ce drame réussit en très peu de temps à nous immerger dans la relation de deux jeunes filles qui sont liées par l'amour du manga. C'est une histoire touchante qui est sublimée par l'animation et les idées visuelles et narratives du film. C'est 2 étoiles bien méritées que je lui donne pour ces montagnes russes d'émotions. Restons dans le monde de l'animation avec DreamWorks et le robot sauvage. Il a fait parler et je comprends pourquoi, et c'est pour ça que je lui donne 2 étoiles de recommandation. On suit un robot qui fait naufrage sur une île déserte, qui va devoir apprendre à s'adapter à un environnement hostile en nouant petit à petit des relations avec les animaux sur l'île. La force de ce film est une relation avec les animaux et surtout le mélange entre la musique et le visuel partage une tendresse qui fera pleurer les cœurs d'artichaut. On se retrouve sur Netflix avec le premier film de son réalisateur du nom de Jeu intérieur. Selon moi, c'est un bon premier film, il mélange le thriller, l'horreur et la science-fiction dans un cocktail efficace. On suit un groupe de vieux amis qui se retrouvent pour fêter le futur mariage de l'un d'eux, mais celui-ci se transforme en cauchemar lorsque l'un de ses amis se présente avec une mystérieuse valise. L'histoire est un mystère qui s'entremêle et s'entremêle toujours plus, pour finalement montrer les véritables intentions des personnages. Couplé avec une jolie photographie multicolore et très saturée, qui nous plonge dans une soirée qui nous fait triper et qui donne envie de mettre une étoile. Outside, c'est l'un des films d'horreur que j'ai vu durant le challenge Halloween 2024 de Netflix et c'est l'une de mes bonnes surprises du mois. Il nous fait suivre une famille qui s'est réfugiée dans une ferme isolée lors d'une épidémie de zombies, mais des années de secrets douloureux pèsent sur eux alors qu'ils survivent dans ce monde de désolation. Si vous réussissez à vous attacher aux personnages, la narration s'amusera à faire un ping-pong avec les relations de cette famille et en crescendo, le film va réussir à nous aliéner petit à petit, accentué par sa photographie suante et sale qui partage un désespoir palpable. On change de genre avec un film d'action et de SF qui est le préquel d'une grosse licence de cinéma, Transformers le commencement. On nous fait retourner sur la planète Cybertron pour avoir l'avènement des Autobots, avec en parallèle celle de leurs ennemis de toujours, les Decepticons. On fuit enfin la Terre pour parler des visages de cette licence, et le film réussit à nous replonger dans cet univers bien plus coloré, donc merci. Ce parti pris au cinéma nous donne un film efficace, qui nous reprend par la main mais qui fonce à tout à l'heure avec ses personnages et ses thématiques. C'est plus que des combats de gros robots, c'est une mythologie et tout un contexte politique vraisemblable que nous offre le film, et à qui je donne 2 étoiles. On va parler d'une suite qui se fait cracher dessus, mais qui pour moi est un bon film, Joker Folie à 2. Comme vous le savez ou pas, on suit Arthur Fleck qui sera jugé pour les crimes commis sous les traits du Joker. En parallèle, il rencontre la belle Harley Quinn. Le gros changement de cette suite, qui est un drame thriller, et que c'est une comédie musicale. Et pour le coup, j'ai plutôt bien aimé ce parti pris qui nous fait comprendre plus profondément qui est le personnage de Arthur Fleck. Tout le film est un rêve pour lui. Montré avec ses jeux de couleurs probablement influencés par La La Land, sa photographie reste toujours aussi belle. Comme pour le premier, il possède des scènes aussi puissantes, terrifiantes et bien jouées. Et je peux le dire, c'est une suite culottée qui nous enchante dans l'enfer que le Joker a lui-même créé à Arthur Fleck, et c'est pour ça que je lui donne 2 étoiles. On arrive sur la Palme d'Or du Festival de Cannes de 2024 et je comprends pourquoi avec 2 étoiles pour Anora. Du même nom, c'est une jeune stripteaseuse de Brooklyn qui voit sa vie se transformer en conte des merveilles quand elle va rencontrer le fils d'un oligarque russe. Sans réfléchir, elle épouse avec enthousiasme ce prince charmant, mais le conte de fées est vite menacé quand les parents du jeune homme apprennent la nouvelle. C'est un film qui prend son temps, dans le but de donner de la place à tous ces personnages hauts en couleur et fun. Pourtant, l'actrice principale vole la vedette. Dans un monde dur et froid, elle nous montre le feu qui l'a fait avancer, tout en fuyant sa réalité. Cette comédie dramatique est simple mais follement efficace, et traite du fait de rêver à notre ère. Poursuivons avec un film qui serait l'antagoniste du précédent, en étant un thriller en huis clos.
Conclave. Quand le pape décède de façon inattendue et mystérieuse, on suit le cardinal Lorenz qui se retrouve en charge d'organiser la sélection de son successeur. Alors que les machinations politiques au sein du Vatican s'intensifient, il doit résoudre les mystères qui l'entourent avant qu'un nouveau pape ne soit choisi. Le film est follement solide. On est tenu en haleine du début jusqu'à la fin avec des personnages follement réalistes. Il y a une pression palpable du début jusqu'à la fin avec sa réalisation millimétrée et magnifiquement impactante. C'est une sensation de petite chose que l'on ressent être, et pourtant l'enjeu est si important et les personnages si humains et les thématiques si bien dépeintes que je lui donne 2 étoiles. On a terminé l'année avec mon film préféré de ces 6 derniers mois, qui a remporté le prix du meilleur scénario du Festival de Cannes 2024, The Substance. Quand une animatrice d'émission télé est virée le jour de son anniversaire à cause de son âge, une mystérieuse entreprise lui envoie la substance, qui devrait la rendre plus jeune, plus belle et plus parfaite. Ce film est simple mais follement bien construit. Les 2 actrices principales jouent à merveille leur personnage et la réalisation est plus qu'impactante et inventive. La force du film est sa folie, de par le body horror exacerbé et de par le tableau que nous dépeint le film sur la situation des femmes dans notre monde. De manière bien caricaturée, il traite avec un montage millimétré et une belle originalité. Je lui donne le seul 3 étoiles des films sortis entre juillet et décembre. Finalement, mon dernier film 2024 est un bon film auquel je donne 2 étoiles. Wicked. On suit comment une sorcière émérite du monde du magicien d'Oz deviendra la sorcière de l'Ouest dans celui-ci. Ce film est une comédie musicale qui a comme force être une comédie musicale, avec des protagonistes possédant des voix enchanteresses. L'enchaînement des parties chantées sont cool du début jusqu'à la fin. Et ce n'est pas tout, les personnages principaux sont assez profonds pour qu'on y croie dans ce monde magiquement étrange. Nous verrons si la seconde partie continuera à nous montrer si c'est une belle histoire au global. Maintenant pour ceux qui sont téméraires, passons aux films qui sont sortis entre janvier et juin 2024. Quels sont les premiers films qui m'ont marqué durant la première partie de 2024 et que vous devriez regarder? Les 6 premiers mois de 2024 sont passés et les esprits sont reposés. C'est les 8 premiers films sur 16 dont vous allez entendre parler. Et 3 d'eux sont sortis en 2023, mais je les ai vus cette année. Et je fais ce que je veux. Alors on commence avec un film produit par mes chouchous de A24, Past Lives. C'est une petite histoire d'amour américano-coréenne qui traite de personnes séparées par l'immigration d'un des deux. De par sa photo et sa réalisation, je vous assure que le film vous rappellera la nostalgie et la mélancolie de vos histoires de jeunesse. Il traite de son sujet avec une pertinence de film pépite. Ce chouchou de Christopher Nolan gagne facilement mes 2 étoiles sur 3 de recommandations. Ensuite, c'est le film d'horreur français sur les araignées de cet hiver qui gagne 1 étoile, Vermine. Je regarde le film et je me dis, ça c'est ma France. Il réussit un mélange de huis clos avec des araignées dans les magnifiques cités des arènes de Picasso de Noisy-le-Grand, carrément, et une ambiance rap qui donne tout le charme du film. Ajoutez à ceci une photo bien sympathique et une réal qui sait percuter. Vous avez une pépite française. Seul film de plateforme, Saltburn vient de Prime Video et je lui donne 2 étoiles. L'histoire d'un drame bien mené de bout en bout avec un bouquet de personnages plus archétypaux, désagréables et une ambiance malsaine qui me fait clairement triper. Un jeune homme va habiter dans le manoir d'une famille riche plus que déconnecté de la réalité. Barry Keoghan sera un parfait Joker pour Batman. Dans ce thriller mais surtout après, on remarque que le film est un grand terrain tragique et dramatique avec une ambiance qui répond à ces thématiques dérangeantes mais qui reste toujours aussi belle et inspirée. Maintenant, on arrive au vrai 2024 avec directement l'un de mes films préférés de l'année, Pauvre créature. J'avais goûté à la bizarrerie de son réal avec La Favorite, mais là c'est l'un de ses plus grands films. On nous fait suivre Bella, une femme morte réanimée avec le cerveau d'un nourrisson dans son crâne, que l'on verra grandir et se développer durant toute cette comédie noire. Je dis oui à tout. Surtout une Emma Stone qui mérite les récompenses que le rôle lui a fait gagner, et n'oublions pas ces deux-là aussi et leur humour. Le film est bizarre, la musique bizarre, la photo et la réal bizarre, mais c'est le plaisir du film. Littéralement le rêve d'un fou sous Zaza qui cook un max. Il est plus intelligent et intéressant thématiquement qu'il pourrait laisser paraître. Et voilà 3 étoiles pour ce classique de l'année. Une honte pour ces quelques jours de sortie, mais une pépite du genre kaiju que nous offre Godzilla Minus One. C'est un film d'action tranche de vie bien japonais qui concurrence les Américains et qui connaît ses classiques. On suit un homme qui va rencontrer Godzilla durant des moments clés de sa vie jusqu'à leur affrontement final. On pourrait croire que c'est le Godzilla iconique et même nanardesque dans le bon sens qui fait sa qualité, mais non, il a de vrais personnages intéressants pour un film de gros monstres. C'est la patte de vieux films de guerre spectaculaires et le côté terre à terre du développement de ces personnages qui font les 2 étoiles que je lui donne.
Terminons le mois de janvier avec une étoile pour le film historique plus que troublant qu'est La Zone d'intérêt. On suit un homme et sa famille, le mari travaillant dans un camp de concentration en 14-18 et sa famille l'accompagnant en vivant collé à ces lieux de mort. C'est étrange mais pas comme ceux d'avant. On ne prend pas de plaisir à ce trouble mais on est intrigué par ces montagnes russes entre moments hors du temps et mystiques même et d'autres moments de vie quotidienne de soldats allemands banalement froides que la réalisation millimétrée et robotique du réal va accentuer. Un film pour ceux qui veulent se creuser la tête. On change totalement de registre avec la suite d'un film de SF d'une deuxième partie. J'ai eu la chance de le voir en IMAX, une première, et quel délice! Le mélange Villeneuve et sa réale contemplative, plus Zimmer et ses musiques classico, reste l'identité forte de la saga. Je dirais même que ce film est meilleur que le premier. Si le premier était la phase de présentation froide de l'univers, ce film est les péripéties chaudes, bien lentes mais gourmandes qui perfectionnent cette exposition. Les highlights de Timothée Chalamet crèvent l'écran dans le rôle de ce Paul Atreides, qui doit se fondre dans le peuple de la planète Arrakis pour comprendre mais aussi se venger des Harkonnen qui ont détruit sa famille. C'est une intrigue mythologique qui dénonce son sujet qu'on nous offre et à qui je donne 3 étoiles. On reste du côté canadien avec une comédie noire qui a tout son charme en étant une histoire plutôt Tim Burtonienne mais au Canada. Avec des dialogues bien québécois, vampire humaniste cherche suicidaire consentant. C'est le premier long métrage de sa réal et elle a réussi, 1 étoile. On suit comme le titre l'indique un duo d'ados qui se compose d'un vampire qui ne veut pas faire de mal aux gens et un jeune homme suicidaire. Le film est un teenage movie qui se mange très facilement. C'est une douceur même. Ses petits personnages torturés, son humour qui fait mouche et son côté conte de vampire sont la sucrerie de la douceur. C'est les 8 derniers films sur 16 dont vous allez entendre parler. Certains films sortis pendant cette période n'y seront pas parce que je les ai vus après. Vous les aurez à la fin de l'année quand je referai ce genre de truc. Oui, je fais ce que je veux. Commençons directement par du lourd, un film que je n'attendais pas spécialement mais qui s'est révélé être une claque, Monkey Man. C'est une nouvelle fois un premier film, et cette fois c'est l'acteur Dev Patel qui prend la place de réalisateur et d'acteur principal. On suit un homme venant de sortir de prison qui a pour but de se venger d'un système indien qui lui a tout pris. On pourrait dire que c'est un John Wick-like indien, et c'est le cas, il en rit même, mais se différencie de lui avec sa patte. Sa photo crade et une musique splendide qui est un véritable élément moteur de l'histoire, des chorégraphies de combat généreuses et impactantes mais surtout une histoire bien menée et surprenante. C'est un mythe indien que nous offre Patel et je lui donne 3 étoiles de recommandation. C'est le film qui a tourné grâce à son actrice principale Zendaya avec Challengers. Après la claque Bones and All que j'ai vue, son réal revient avec un triangle amoureux sous fond de tennis, l'un doit battre l'autre pour gagner les faveurs de la dame. On retrouve les personnages gris et emplis de défauts de son réal avec 3 acteurs qui forment un triangle de malveillance et de passion dévorante. Après ce film, vous direz que je n'ai jamais stressé autant pour un match de tennis. Tous les éléments sont méticuleusement placés pour son climax vital, à qui je donne 2 étoiles. Encore une histoire d'amour, mais cette fois c'est avec de l'action. The Fall Guy. C'est une étoile trop pour ce film, plus que généreux. On suit un cascadeur qui a pris sa retraite suite à un accident et a perdu celle qu'il aimait. Mais de retour, il tombe dans un bourbier pas possible. Ce n'est pas que des cascades, mais la réalité. On nous fait découvrir une partie de l'industrie souvent oubliée qui fait le sel de cette histoire. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Malheureusement moins impressionnant que Bullet Train, mais pourtant le film brille par un Ryan Gosling survolté en protagoniste. Second film français, mais moins connu que Vermine, Les Trois Fantastiques. On suit 3 adolescents rêveurs dans leur petite ville française. Quand le grand frère de l'un d'eux sort de prison, ils vont se retrouver mêlés à des histoires d'adultes qu'ils n'ont pas appris à encaisser. Raphaël Quenard joue le grand frère, mais heureusement ne dévore pas les 3 acteurs protagonistes de l'œuvre. Ça dépend du sens. L'histoire du film est solide et a des highlights sympathiques, qui font de la relation des 3 protagonistes une histoire profonde et réelle, à laquelle je donne 1 étoile. Sans grande surprise, les 2 étoiles pour Furiosa, une saga Mad Max. C'est un film de SF post-apo très peu bavard, mais qui a beaucoup à raconter. Nous faisons suivre la vengeance d'une jeune fille arrachée à sa patrie qui va prendre le nom de Furiosa. Oublions le côté effréné musicalement du précédent pour suivre plus lentement une Anya Taylor-Joy qui crèvera l'écran dans le cheminement de sa mythologie. Une réalisation toujours aussi évocatrice avec une histoire qui nous tient en haleine du début jusqu'à la fin. Seul film d'animation, il y en a d'autres mais pas aussi juste et intéressant que Vice Versa 2, auquel je donne 2 étoiles. On retrouve notre Ray qui sera un tournant dans sa vie avec la puberté, et il ajoute de nouvelles émotions plus complexes que celles que l'on connaît. Le film se centre sur le nous qui nous projetons dans le futur avec le personnage d'Anxiété, qui est la MVP du film. La relation entre joie et anxiété est la colonne vertébrale du film qui monopolise tous ses highlights, qui reste toujours aussi beau et juste dans son propos. Surprenant, nous retrouvons une nouvelle création de l'Antimos après Pauvre Créature, Kind of Kindness.
C'est un autre genre de bizarrerie qu'il nous offre avec un film qui se divise en 3 histoires différentes mais qui peuvent se rejoindre en un adjectif que vous comprendrez ou non. Entre William Dafoe, Emma Stone et Jesse Plemons, surtout lui, un film avec une petite histoire qui nous feront ressentir une gêne palpable et un humour noir propre au réal qui est toujours aussi bien orchestré, auquel je donne une étoile. On filme avec Cocorico l'un des films français les plus ambitieux de l'année, Le Comte de Monte Cristo. Nous suivons le cheminement de heureux à déchu d'un jeune homme qui fera tout pour se venger d'hommes l'ayant détruit, incarnant un homme au mille visages sous le mystérieux titre de Comte de Monte Cristo. Applaudissons déjà la performance de Pierre Niney qui joue parfaitement toutes les facettes de son personnage. C'est une histoire de vengeance qui se veut grande, qui se veut théâtrale, mais toute la qualité du film, de par son lyrisme épate, de par sa musique, sa photographie et son histoire. Cette dernière sera haletante du début jusqu'à la fin, et c'est pour ça que je lui donne 2 étoiles. On a enfin fini cette vidéo, plutôt chargée, mais tout de même plus légère que d'habitude. Ça m'a fait du bien, surtout parce que je suis assez content de vous partager mes pépites. Voilà les films que j'attends en 2025 et mes classiques de l'année 2024. Au cas où, si vous n'avez pas vu des films que vous avez kiffé, je les ai probablement pas vus. Donc je vous invite à les mettre en commentaire et à me donner vos films préférés de l'année 2024. Si ça vous tente, partagez-moi ce que vous attendez en 2025. Bien sûr, les commentaires insultants, je les prendrai même pas en compte. Par contre, c'est pas des reviews, parce que je serai clairement plus complet avec des points négatifs quand même, parce que j'en ai pas donné. Mais bon, l'aventure n'est pas finie, petite mise au point, je continue de travailler sur d'autres vidéos plus poussées et plus précises. Entre temps, je le dis pour la dernière fois, mais voici mes réseaux. Sur YouTube, vous avez des contenus plus travaillés et plus longs, même s'il y a 2 concepts en un. Sur TikTok, vous aurez un contenu plus simple, entre petites recommandations et mes courts avis sur l'actualité. Et finalement, sur Insta, c'est plus du dessin, de l'art en général et des partages de reels d'autres créateurs. Mais bon, j'ai beaucoup parlé, donc la prochaine vidéo, c'est celle-ci. Donc pour ceux qui sont restés jusque là, merci déjà. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Rejoignez mon bateau en vous abonnant si ce n'est pas fait. Et n'oubliez pas qu'il y a toujours une nouvelle histoire qui va nous faire voyager. Manque plus qu'à la trouver.